La rencontre de ce soir est un événement qu'il convient de bien situer par rapport à l'esprit qui lui a donné naissance. Comme je l'ai indiqué tantôt, notre rencontre participe de la panoplie d'activités culturelles planifiées afin de marquer le 40e anniversaire de la BRH. Mais au-delà de cet aspect, elle reflète surtout la volonté de la Banque centrale d'inscrire dans son mécénat et sa programmation culturelle dans le sens d'un intérêt préférentiel pour les œuvres qui concordent avec sa mission et son histoire. Je suis particulièrement inspiré par le ton et le contenu du 32e Tacitus Lecture que Madame Christine Lagarde, directrice générale du FMI, a donné à Londres le 28 février dernier et dans lequel elle enjoint la finance internationale à redéfinir un secteur financier qui voit au-delà de sa raison d'être. C'est ce type de discours qui alimente l'action du Conseil que je préside et qui motive l'arbitrage que nous faisons entre l'exigence de rigueur du banquier central et l'obligation d'ouverture sur le tout social du serviteur public. Notre action en la matière repose sur des principes simples, universellement établis, que l'on peut énumérer comme suit. 1. Favoriser le développement du patrimoine culturel de l'État haïtien. 2. Préserver ce patrimoine et y donner accès au public le plus large possible aux fins d'éducation et d'édification. De manière plus spécifique, mettre ce patrimoine à profit afin de promouvoir l'éducation financière et les connaissances de base en économie. Sur le premier point, celui ayant trait au développement du patrimoine culturel de l'État haïtien, la BRH dispose déjà d'un fonds historique et artistique important qui héberge toute une collection de tableaux ainsi que d'autres œuvres d'art originales. Elle détient également une collection numismatique qu'elle s'attache à enrichir. De plus, l'on se souvient qu'en 2014, nous avions mis en circulation un choix de livres qui firent partie intégrante de la collection des 35 ans de la BRH. Parmi ces livres figuraient notamment ceux de Frédéric Marcelin, d'Anténor Firmin, de Villefort Beauvoir, de Raymond Renaud et de Joseph Châtelain. Chacun de ces livres évoque des moments importants de notre histoire, tels que reflétés à travers l'évolution de notre monnaie, de nos institutions et de nos relations économiques avec nos partenaires. Vraiment, je suis flatté d'avoir pu travailler, diriger ce travail et avec la complicité de contributeurs tels que Jean Voltaire, les écrivains Eufel Milcé, Lionel Trouillot et aussi le restaurateur de l'ISPAN, le directeur de l'ISPAN, Patrice Durandis, qui ont très vite compris c'est le moment de faire parler le patrimoine, de faire parler les pierres, les sites et aussi les grandes figures historiques, mais aussi et encore les figures d'autrefois et d'aujourd'hui qui soutiennent l'imaginaire et seul l'imaginaire, seul le patrimoine, le passé éclaire l'avenir et pour éviter que l'esprit
marche dans les ténèbres. Je vous remercie infiniment. L'important est moins de tout savoir que de savoir où tout se trouve. En matière de législation et de règlement monétaire et financier, tout, ou presque, ou quasiment tout, se trouve dans le nouveau code. Cependant, un code a ses exigences. Périodiquement, il doit être renouvelé, il doit être mis à jour. Et c'est dans l'objectif de mettre un ouvrage de référence actualisé à la disposition des professionnels de la finance et de tous ceux qui suivent avec intérêt les activités des intermédiaires financiers, que cette nouvelle édition du Code monétaire et financier, mise à jour au mois de septembre 2018, est présentée au public. Cette nouvelle publication, à part d'être une édition revue et augmentée, elle est en plus relookée puisque les deux livres sont physiquement séparés et casés dans un coffret. Le livre fournit une opportunité de nous rappeler certains aspects essentiels de fondement de notre peuple et de nous rebrancher aux sources de notre identité nationale. Christophe croyait fermement que les potentialités de son peuple n'avaient rien à envier à celles d'aucun autre peuple. Il voulait lui donner les moyens de le prouver à la face du monde. C'est cette obsession de l'excellence et de la compétitivité au plus haut point que nous essayons d'analyser dans ce livre, puisque cela fait partie intégrante de l'héritage légué par Christophe et s'exprime dans plusieurs dimensions de la pensée et de l'action du monarque. À travers cet ouvrage, je retrace l'histoire de 2 siècles d'émissions de papier-monnaie à travers des images et une foisonnante documentation. Il s'agit d'une œuvre pour le moins colossale, de plus de 600 pages, écrite en 3 volumes, retraçant le cheminement du peuple haïtien à travers les billets et les circonstances entourant leur mise en circulation. En parcourant ce livre, vous y découvrirez des billets d'une extrême originalité, tant par la forme que par les couleurs. J'ai récidivé en créant une typologie des billets, c'est-à-dire que j'ai, d'une part, qualifié chaque billet de manière à faciliter l'identification et les échanges. Et d'autre part, j'ai daté avec plus ou moins de précision chaque billet dans la fourchette des émissions. Les 2 premiers volumes couvrent la période allant de 1813 à 2017, car il a fallu bien s'arrêter. Et le 3e volume est un récapitulatif et un cahier de comptes permettant de faire facilement l'inventaire d'une collection.